nouvelle masterclass de droit des obligations où on parlera donc de la responsabilité du fait d'autrui. La table des matières est très répétitive, mais ce sont les différents articles en fait qui traitent de la responsabilité du fait d'autrui. Donc il y a tout d'abord l'article 1384 alinéa 2 et 5 du Code civil qui font donc référence à la responsabilité des parents. L'article 1384 alinéa 4 du Code civil qui lui traite donc de la responsabilité des instituteurs et des artisans. L'article 1384 alinéa 3 qui lui donc parlera de la responsabilité des maîtres et commettants, et finalement l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 qui parle donc de la responsabilité des volontaires dans une organisation. Donc tout d'abord, il y a lieu de comprendre donc les différentes présomptions, donc elles peuvent se conjuguer verticalement, donc c'est lorsque la faute de celui dont on répond est elle-même présumée par le jeu d'une autre présomption. Donc c'est-à-dire c'est un élève qui est sous la surveillance d'un instituteur qui travaille pour une école. Donc dans ce cas-ci, l'auteur du fait dommageable, c'est donc l'élève qui est donc sous la surveillance d'un instituteur. Il va donc remplir les conditions de l'article 1384 alinéa 3. Alinéa 4, pardon, et donc il y aura une personne civilement responsable. Il pourra se prévaloir donc de son immunité, donc on verra tout ça un peu plus tard. Mais il y a donc une deuxième présomption de faute sur base de 1384 alinéa 3, donc au niveau des maîtres et commettants, où on va se prévaloir de cet article pour aller contre l'école. Et donc de cette manière, en fait, ça permet à la victime donc de se prévaloir de 3 articles afin d'être sûr d'avoir une indemnisation pour son dommage. Ensuite, il y a donc les présomptions qui sont donc verticales. Donc, elles peuvent être invoquées cumulativement contre plusieurs personnes civilement responsables. Donc, c'est-à-dire que c'est l'auteur du fait dommageable qui est donc une personne civilement responsable. Dans ce cas-ci, ça peut être, imaginons, un élève à nouveau. On va donc aller contre les instituteurs, mais comme c'est horizontal, on va donc aller contre ses parents en fait. C'est quand on va invoquer en fait simultanément deux présomptions. Donc on ne peut pas aller contre chaque personne. Dans le cas en fait où ce sera vertical, on attaquera. C'est vraiment entre guillemets quand je dis attaquer. On va aller donc contre chaque personne, mais distinctement sur base de différents articles. Ils n'ont rien à voir entre eux. Alors que quand c'est les élèves et les parents, un enfant et un parent, pardon, là en fait c'est simultané. Je ne sais pas bien comment l'expliquer. Dans ma tête ça paraît logique. J'espère que ça l'est pour vous. Et donc au niveau des parents, c'est toujours donc une présomption qui sera verticale. Donc on va aller contre l'enfant et donc contre ses parents. Au niveau de ce qui est instituteur, école, donc maître et commettant, on ira donc soit sur le préposé, imaginons, soit sur l'élève, et puis on remontera la chaîne au niveau des présomptions. Donc tout d'abord, l'article 384, alinéa 2 et 5, pas alinéa 2 à 5, ne confondez pas. Donc c'est bien 2 et 5. Il régit donc tout ce qui est la responsabilité des parents. Donc en fait, il en résulte que les pères et les mères sont donc responsables du dommage causé par leur enfant qui est mineur, à moins qu'ils ne prouvent donc qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Donc à la base, en 1804, la mère, elle n'engageait sa responsabilité vraiment qu'à titre subsidiaire après le décès du mari. Et c'est une loi du 8 avril 1965 qui va donc instaurer l'égalité de principe entre les pères et les mères. C'est très intéressant de le savoir quand même au niveau de la culture générale, premièrement, et si jamais l'examen de DOB passe comment et en distanciel, ça peut être dans des questions de QCM. Et donc, c'est une loi du 1er juillet 1974 qui va donc établir l'égalité pure, donc que les pères et les mères peuvent donc être responsables ensemble, et donc in solidum, c'est-à-dire à moins que l'un d'eux parvient donc à écarter sa propre responsabilité. Et donc la responsabilité des parents, elle va donc reposer sur une faute présumée, c'est-à-dire qu'elle va consister en un manquement, soit dans l'éducation, soit dans la surveillance de l'enfant. C'est donc une présomption qui sera réfragable, qui est aussi appelée juris temptum. Et donc, ils doivent apporter la preuve contraire. Donc, les parents devront établir qu'ils ont bien éduqué leur enfant et qu'en plus de ça, ils l'ont bien surveillé. C'est vraiment cumulatif. Et donc, la première condition, c'est donc la minorité de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, donc tout d'abord, le 1er mai 1990, l'âge de la majorité a été abaissé. Donc il est passé de 21 ans à 18 ans. Et donc la minorité de l'enfant, elle va s'apprécier au moment de la commission du fait dommageable, pas au moment du procès. Donc c'est important de savoir que si, par exemple, on a moins de 18 ans au moment du fait dommageable et que lors du procès, on en a 18 ans, nos parents resteront responsables de notre acte qu'on a commis en tant que mineur au moment du fait dommageable.
Et donc, dans ce cas-ci, les majeurs qui sont placés sous statut de minorité prolongée, donc conformément à l'article 487 quater du Code civil, restent soumis à l'autorité parentale parce qu'en fait, ils sont assimilés à des mineurs. Par contre, à partir du moment où on est émancipé, ça met donc fin à l'autorité parentale. La deuxième condition est donc la qualité de parent. Elle est prévue au niveau de l'alinéa 2 de l'article 1384. C'est donc l'existence d'un lien de filiation entre le mineur, auteur du fait dommageable, et la personne appelée à en répondre. C'est donc une condition qui va s'interpréter strictement, c'est-à-dire que seuls les pères et les mères sont visés, à l'exclusion du tuteur, au subrogé tuteur ou alors le tuteur de fait, et de toute autre personne qui, pendant un temps plus ou moins long, exerce donc en effet la garde de l'enfant. Elle pèse non seulement donc sur cette présomption, elle va peser non seulement sur les parents légitimes, mais aussi sur les parents naturels. La troisième condition, c'est donc l'exercice de l'autorité parentale. Donc, il importe que les pères et les mères soient donc réellement en mesure d'exercer leur autorité parentale pour que la responsabilité puisse donc être engagée. En fait, c'est pas logique de faire peser sur un parent une présomption de responsabilité s'il ne peut pas exercer l'autorité qui fonde donc cette responsabilité. Et donc uniquement la déchéance totale d'autorité parentale va priver le parent concerné donc, de ses droits de garde et d'éducation. Et donc ça aura pour effet d'écarter sa responsabilité fondée sur la disposition citée. Par contre, si donc les parents sont séparés, la loi du 13 avril 1995 va donc modifier le régime de l'autorité parentale. Il faut donc que les parents vivent ensemble. De cette manière, on va dire qu'ils exercent donc conjointement leur autorité parentale sur l'enfant. C'est donc l'article 373 du Code civil. Par contre, s'ils sont séparés ou s'ils sont divorcés, le régime est un peu incohérent, dans le sens où l'article 374 du Code civil, il va dire qu'en fait, si les pères et mères ne vivent plus ensemble, ils continuent d'exercer en fait conjointement l'autorité parentale, conformément donc à l'article 373. Par conséquent, ils pourraient donc voir leur responsabilité parentale mise en cause comme s'ils n'étaient pas séparés, ce qui n'est pas du tout logique. Et donc, un parent qui n'a pas la garde de l'enfant, il va donc rester, en principe, civilement responsable des dommages causés par ce dernier. Et donc, même s'il ne peut plus exercer une surveillance effective sur l'enfant. Le fait donc que l'un des parents soit privé de la garde de l'enfant et qu'en plus, il faut vraiment qu'en plus, il abdique à son devoir d'éducation, ça ne va pas le soustraire à cette responsabilité, instituée donc par l'article 1384 alinéa 2. Donc, je corrige donc ce que j'ai noté, donc on reste bien responsable malgré le fait donc qu'on ait abandonné tout cela. Et donc la dernière condition, c'est donc la faute ou l'acte objectivement illicite de l'enfant mineur. Et donc il est requis que cet enfant mineur ait donc commis une faute à l'origine du préjudice subi par la victime. Et donc afin de ne pas priver la victime de réparation, il faut donc que l'auteur du fait dommageable n'ait donc pas atteint l'âge du discernement. Et donc la jurisprudence, elle va aider un peu les victimes et elle va donc se contenter de dire que l'enfant a donc commis un acte objectivement illicite, qui est un acte que l'intéressé n'avait pas le droit de commettre et qui aurait été considéré comme fautif dans le chef d'une personne douée de discernement. Et donc l'appréciation de cet acte illicite, elle va se faire par référence au comportement du bon père de famille, normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. C'est donc à la victime d'apporter la preuve d'une faute ou d'un acte objectivement illicite du mineur. Par contre, il faut bien noter que donc dans cette faute ou l'acte objectivement illicite du mineur, si jamais l'enfant n'a pas de capacité de discernement, ça va faire obstacle en fait à sa propre condamnation sur pied de 1382 du Code civil. Et donc, on ira bien sur, on va plutôt donc se diriger vers 1384 alinéas 2 et 5 pour aller donc à l'encontre des parents. Donc, une fois que les conditions d'application de la présomption sont donc établies donc, par la victime et qu'en plus de ça, elles sont remplies, donc, les pères et mères seront donc réputés avoir manqué à leur devoir de surveillance et donc d'éducation de leur enfant donc, mineur. Le demandeur, il doit vraiment prouver aucune faute par rapport à ça. Et donc, pour cela, les parents ils peuvent donc échapper à cette présomption en prouvant donc, qu'ils n'ont commis aucune faute, que ce soit dans la surveillance ou dans l'éducation. Pour donc renverser cette présomption de faute, afin donc de s'exonérer de leurs responsabilités, ils ont une double preuve à administrer. Ils doivent démontrer qu'ils ont bien éduqué leur enfant et, j'insiste vraiment sur le « et », qu'ils l'ont bien surveillé. Et donc les concepts au niveau de la bonne éducation et de la surveillance adéquate, ça pose parfois de nombreux problèmes au niveau de l'appréciation.
parce que c'est une très grande objectivité en fait. Les juges, ils jugent ça un peu très largement. Et donc tout d'abord, il y a la preuve de l'absence de faute de surveillance, qui est donc l'impossibilité matérielle de surveillance. Et donc ce sont donc à juste titre, les parents ils vont faire valoir qu'en fait ils ne pouvaient pas surveiller leur enfant parce que l'enfant était par exemple confié à une personne de confiance, il était engagé sous les armes, ou alors il était simplement à l'école, il était dans un internat. Et donc dans le cas où l'enfant est à l'école, les parents ne sont donc pas responsables des fautes commises par leur enfant pendant le temps donc, où il se trouvait à l'école, sur la surveillance de son professeur. À la base, c'était ça. Mais depuis donc l'arrêt du 23 février 1989, la Cour de cassation, en fait, elle s'est ralliée à la jurisprudence majoritaire, ce qui fait qu'il y a un cumul de responsabilité des parents et de l'instituteur qui est accepté. C'est donc le principe du cumul des présomptions, juste ici, où on va donc aller se prévaloir d'un article contre l'élève. On pourra donc aller contre ses parents en présomption horizontale, et en verticale, on ira contre l'instituteur, et ensuite on ira au-dessus de l'instituteur. C'est à chaque fois, en fait, oui, c'est ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de la personne contre qui on attaque. Et donc pour revenir ici, et donc par exemple, s'il est donc aussi dans une chambre d'étudiants ou alors dans un mouvement de jeunesse, dans un centre d'équitation. Par contre, si jamais les parents sont divorcés ou alors qu'il y a une séparation de fait, la circonstance comme quoi l'enfant est confié à la garde d'un des deux parents, ce n'est pas la preuve que l'autre parent n'a commis aucune faute dans la surveillance. Cependant, on peut donc prouver facilement cela si le droit de visite en fait est limité au point que la surveillance ne peut s'exercer que de manière lointaine. Ensuite, il y a donc l'impossibilité morale de surveillance, c'est-à-dire que le devoir de surveillance, on va l'entendre raisonnablement. Donc, on ne peut pas avoir un contrôle constant sur cet enfant, on ne peut pas le surveiller de manière continue, surtout s'il est déjà adolescent. Et donc, plus en fait l'enfant grandit, plus le devoir d'éducation va subsister, mais on ne pourra pas tout le temps, on ne peut pas avoir une surveillance de tous les temps sur un adolescent. Donc c'est vraiment ça qu'il faut dire tout simplement. Et ensuite, au niveau de l'impossibilité d'éviter le fait dommageable, c'est surtout prouver en fait que les parents ne pouvaient pas éviter le comportement de l'enfant parce qu'il a été d'une imprévisibilité et d'une soudaineté telle que même une surveillance de tous les instants n'aurait donc pas pu empêcher le fait dommageable. Et donc c'est la preuve de l'absence de faute dans l'éducation qu'on va aussi donc prouver. Il va falloir prouver que donc un enfant bien élevé, il ne va pas commettre de faute en fait. Et donc ça c'est le premier courant jurisprudentiel qu'il va y avoir. Et le deuxième, c'est prouver donc que les parents ont simplement fait de leur mieux. Et donc par la suite, avec donc la réforme du Code civil, le régime de responsabilité des parents, en fait, il va devenir vraiment inadapté à l'objectif qu'on poursuit. C'est pour ça qu'en fait, de nos jours, l'autorité parentale, elle s'estompe vraiment énormément, ce qui fait qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les enfants sont confiés à d'autres personnes ou alors des situations. Et donc la responsabilité des parents, qui est à la base donc fondée sur une présomption de faute dans l'éducation ou alors dans la surveillance, elle devient vraiment hyper inadaptée. Donc, pour la réforme du Code civil, ils ont décidé donc d'en faire un régime de responsabilité sans faute. Et donc pour cela, ils vont devoir, les parents, avoir une assurance obligatoire à laquelle ils vont devoir souscrire au cas où l'enfant mineur créerait donc un quelconque dommage. Et donc l'objectivation du régime de responsabilité des pères et des mères va laisser entier le drame des victimes des dommages causés par les enfants dont les parents insolvables n'ont pas souscrit à une assurance de responsabilité. Et donc ce régime, il est important de bien avoir en tête que dès qu'il y a une faute, automatiquement, on doit d'abord se prévaloir de 1382 et 1383. C'est le premier article sur lequel vous devez toujours jouer, c'est le fait personnel. C'est hyper, hyper important. Et donc, il faut bien entendu répondre aux conditions. Si jamais vous ne les connaissez pas, j'ai fait une autre vidéo donc, à ce sujet. Et par après, donc, on va aller contre la responsabilité des parents si 1382, bien entendu, fonctionne contre l'élève. Si pas, ça ne vaut pas la peine de le noter. N'oubliez pas que si jamais, imaginons,
L'enfant, on ne peut pas lui imputer le fait dommageable. Vous avez juste à le noter. Vous n'avez pas besoin de faire tout le développement de 1382. Et donc pour 1384, alinéa 2 et 5, donc, il y a donc les différentes conditions qui sont donc reprises, auxquelles il faut donc que les parents répondent. Une fois qu'ils répondent à ces 4 conditions, il y a donc cette présomption qui est réfragable. Ils devront donc la renverser s'ils veulent pouvoir s'exonérer. Et donc, il y a donc cette présomption de faute dans la surveillance et donc dans l'éducation, qui est donc une double preuve à fournir, ainsi que la présomption donc, de lien causal entre la faute et le dommage. Donc, tout d'abord, s'ils veulent se défendre, ils devront donc contester les conditions d'application, donc par exemple le fait qu'ils ne sont pas parents, imaginons, ou alors qu'ils ont une déchéance totale de l'autorité parentale. Ensuite, au niveau de la preuve d'une absence de faute dans la surveillance, c'est donc l'impossibilité matérielle, morale de surveillance, et enfin donc l'impossibilité d'éviter le fait dommageable. Ensuite, la preuve donc, de l'absence de faute dans l'éducation, donc ils ont fait leur mieux et avec les 2 courants jurisprudentiels. Et enfin, s'ils peuvent renverser la présomption de lien causal au niveau des causes étrangères exonératoires. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut répondre au casus en fait. Il faut d'abord avoir les conditions en tête. Donc, tout d'abord, pour commencer, il faut donc avoir les articles auxquels pour lesquels on va se prévaloir. Donc toujours 1382, est-ce qu'il y a une faute, il y a un lien causal, un dommage. S'il n'y a pas de faute, ça ne sert donc à rien de parler de 1382, c'est donc un régime sans faute. Donc dans le cas où à nouveau c'est le régime des usagers faibles, ça ne sert à rien de parler de 1382 parce qu'il n'y a pas de faute au niveau des usagers faibles. Et donc on énumère les conditions en expliquant bien à chaque fois ce qu'il y a dedans, en mettant bien les définitions. Ensuite on parle des effets. Une fois donc que toutes les conditions sont remplies, on explique quels sont les effets et comment les parents peuvent se défendre et on justifie tout. C'est hyper important, comme pour droit romain, d'être super complet dans ce cours, surtout que tout peut jouer. J'essayerai à nouveau, donc comme j'avais dit pour 1382 et 1383, de reprendre un casus fait et de le réexpliquer. Un casus, donc par exemple de TP, ou alors un autre qu'on a eu, ou des exercices de drill ou autre, pour bien mémoriser la matière. Ensuite, donc, il s'agit de la responsabilité des instituteurs et des artisans. Donc, c'est l'article 1384, alinéa 4 du Code civil. Et donc, c'est lorsqu'un tiers va subir un dommage en lien causal avec une faute, ou alors un acte objectivement illicite, qui est donc commis par un élève pendant le temps où il était, où il aurait dû être, sous la surveillance de l'instituteur. Donc l'instituteur, il va être présumé responsable à l'égard de la victime sans que celle-ci ait à faire la preuve d'une faute dans son chef. Et en fait, la responsabilité présumée de l'instituteur, c'est vraiment la contrepartie de l'autorité et de l'ascendant moral dont il jouit à l'égard des élèves, et donc qui lui permet de faire exercer une discipline ou alors la surveillance propre pour prévenir des dommages. Et donc la première condition, c'est donc la qualité d'instituteur. Contrairement au régime donc 1384 alinéa 2 et 5, donc le régime des parents, il n'y a donc pas de condition de minorité dans le chef de l'élève pour que donc l'application de la responsabilité présumée de l'instituteur se fasse. Donc c'est vraiment une condition qu'il va falloir enlever et surtout ne pas confondre. Et donc la présomption de responsabilité à charge de l'instituteur, elle va vraiment jouer qu'en cas de dommages causés par un élève à un tiers. Il faut qu'il s'agisse donc d'un autre élève ou alors d'un autre instituteur de l'établissement. Parce que si jamais il se fait un dommage à lui-même, il ne pourra pas vraiment invoquer cette présomption de responsabilité. Ou alors, si c'est un professeur qui a causé le dommage, il ne répondra donc pas aux conditions, donc il ne pourra pas non plus se prévaloir de cette disposition. Et donc, c'est vraiment une nécessité que le dommage soit subi par un tiers. C'est appelé la condition d'altérité. Retenez bien cette condition, elle peut être demandée en définition. Enfin, je pense, moi si j'étais prof, je ferais ça. Et donc, la première condition, donc, c'est donc la qualité d'instituteur. Donc, est instituteur toute personne qui est donc chargée d'une mission d'enseignement à laquelle est donc associé un devoir de surveillance des élèves. Ce sont 2 critères donc, au niveau de l'enseignement et de la surveillance qui sont vraiment étroitement liés, ils sont même indissociables. Donc l'exercice d'une activité d'enseignement, c'est vraiment le critère décisif. S'il y a surveillance, d'accord, mais il faut absolument qu'il y ait donc cet enseignement. Et la notion d'enseignement, elle ne va pas se réduire
à une simple transmission sous forme de leçons ou alors de connaissances techniques ou intellectuelles. Elle va vraiment englober toute autre sorte de communication d'une instruction. Elles peuvent être scientifiques, professionnelles, morales. Donc c'est par exemple une surveillante qui ne donne pas cours aux élèves, mais qui leur instruit volontairement chaque jour des bonnes valeurs que l'on enseignerait à tout enfant. Et bien dans ce cas-ci, on pourra dire qu'elle a donc une mission d'enseignement. Il faut donc bien prêter attention à ça. Ça peut vraiment aller dans les petits détails. Le concept d'instituteur, il est vraiment entendu hyper largement, ce qui fait qu'il va viser donc tout d'abord les enseignements de tous les niveaux, donc au niveau des enseignements gardiennes, primaires, secondaires et supérieurs, mais aussi donc les éducateurs au sein d'établissements spécialisés, donc pour les handicapés mentaux, pour les jeunes délinquants. Les maîtres sportifs, les maîtres de stage, les moniteurs de conduite automobile et j'en passe sont aussi considérés donc comme des instituteurs. Il y a souvent une controverse qui se faisait donc au niveau de la doctrine et de la jurisprudence, mais il suffisait donc de rappeler le critère déterminant qui était donc la mission d'enseignement. Si on a investi d'une mission d'enseignement, comme elle s'entend sous toute forme d'instruction, ça permettait donc de bien savoir qui était donc instituteur. Il y a aussi donc les mouvements de jeunesse et les foyers de jeunes. Il faut bien faire attention que les animateurs donc, de mouvements de jeunesse, ils ne sont pas instituteurs parce qu'ils ne vont pas dispenser un enseignement. Il est connu qu'il y a donc des objectifs pédagogiques, mais ils vont vraiment se différencier des moniteurs de colonies de vacances qui, eux, vont occuper donc, le temps libre des enfants. Et donc la qualité d'instituteur, elle va par contre être accordée à un responsable d'une maison de jeunes, mais il faut bien faire attention, il faut que le foyer, la maison de jeunes, ait un véritable objectif pédagogique, qu'elle n'ait pas la simple fonction en fait d'être un hébergement ou alors un accueil. Et donc ensuite le personnel de surveillance, c'est vraiment tout le personnel d'encadrement au sein d'un établissement qui sera visé par la notion d'instituteur, y compris donc ces fameux surveillants, parce qu'en fait leur mission elle est étroitement liée à l'enseignement. Concernant donc les directeurs d'établissements d'enseignement, eux donc ils sont surtout responsables de la bonne marche générale de l'école. Donc en général parfois ils peuvent avoir une activité d'enseignement, mais ils n'ont pas par contre, ils ne sont pas tenus en fait à la surveillance. Donc dans ce cas-ci, ils ne seront donc pas visés par cet article. Et donc enfin, l'établissement lui-même, c'est donc une notion, le fait d'être instituteur, ça vise les personnes physiques. Et donc une institution ne peut donc pas avoir cette qualité d'instituteur. Ce sera donc si jamais on va contre un établissement d'enseignement, on ira plutôt se prévaloir de l'alinéa 3 qui lui donc régit donc tout ce qui est maître et commettant. La seconde condition est donc toujours ce fameux fait, mais là donc c'est donc le fait de l'élève, pas le fait de l'enfant mineur. Et donc cet élève il doit avoir commis une faute ou à tout le moins un acte objectivement illicite qui sera donc la cause du dommage. Et donc si l'enfant qui est auteur du fait dommageable, il n'a pas la capacité de discernement, donc c'est à défaut d'être doué de discernement, donc soit en raison de son état mental ou alors le fait qu'il n'ait pas atteint l'âge de discernement, donc c'est apprécié souverainement par le juge du fond. Il ne peut donc pas être question de faute dans ce cas-ci, mais on va aller, le cas échéant, pour plutôt un acte objectivement illicite. Et donc un acte objectivement illicite, c'est un acte qui va causer un dommage à autrui et que son auteur, dépourvu de discernement, n'avait donc pas le droit de commettre. Si par contre aucun comportement illicite ne peut être reproché à l'élève qui a causé donc un dommage à autrui, cet article ne trouvera donc pas à s'appliquer, bien évidemment, puisque cette condition ne sera donc pas remplie. Il faut bien que chaque condition soit remplie pour qu'un article puisse. La troisième condition, c'est donc l'espace-temps de la surveillance. Et donc la présomption de responsabilité, elle va vraiment jouer que pendant le temps où l'élève est sous la surveillance de l'instituteur. Cependant, ce devoir de surveillance, il ne va pas se limiter forcément aux heures de cours ou alors aux locaux de l'établissement. En dehors des cours, l'instituteur peut toujours avoir à répondre à des dommages causés par un élève pendant le temps d'une pause en classe, une récréation, une manifestation sportive, peu importe. C'est dans le cas où, en secondaire, en général, on avait envie de sécher, mais c'était risqué. Enfin, on avait envie de sécher. C'était plus le cas où on séchait et si jamais il nous arrivait quelque chose, ça pouvait être donc la responsabilité du professeur dans le fait où certains professeurs étaient absents et que parfois il fallait rester à l'étude, je crois que ça s'appelait, j'ai oublié. Et donc on restait là parce qu'on n'avait pas le droit de sortir vu qu'on restait toujours sous la responsabilité soit de notre instituteur, soit donc de l'école. Et donc c'était pour éviter qu'ils engagent leur responsabilité si on venait à avoir quelque chose ou à faire quelque chose.
Enfin, au niveau des effets, donc dès que les conditions d'application de cet article sont réunies, l'instituteur, automatiquement, il sera présumé avoir commis une faute dans la surveillance donc, du fameux élève qui a donc commis le dommage. Et donc, le lien causal entre la faute et le dommage, il est présumé aussi. Ce qui fait que c'est vraiment une présomption de responsabilité. Et donc, selon l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil, les instituteurs, en fait, ils peuvent échapper à la présomption de responsabilité qui pèse sur eux en prouvant qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. C'est comme pour les parents. L'article 2 les vise et le 5 permet en fait d'expliquer comment ils peuvent se défendre. Et donc ici, c'est vraiment la preuve contraire qui va permettre de renverser les présomptions de faute et donc de lien causal. Et donc pour échapper à cette responsabilité, le défendeur il va simplement devoir contester la réunion de la mise en œuvre de présomption. Et donc il va devoir administrer la preuve contraire en prouvant donc qu'il n'a pas commis de faute dans la surveillance, ou alors que même une surveillance adéquate, elle n'aurait pas pu empêcher ce fait dommageable parce qu'il avait un caractère soudain et imprévisible. Et donc, il y a vraiment deux manières qui vont bien se distinguer. Donc, il y a la présomption de faute, et de l'autre côté, ce sera plutôt une qui est relative à la présomption de lien causal. Tout d'abord, donc, la présomption de faute, qui est au niveau de la surveillance, c'est la diligence qui est due dans l'exercice de la surveillance. Elle s'apprécie in abstracto. Une surveillance de tous les instants, au plus près, on sait bien que c'est donc impossible, comme pour les adolescents au niveau du régime des parents. Et donc les éléments de fait qui vont être pris en considération par le juge, c'est donc vraiment l'âge de l'élève, sa personnalité, les antécédents, la nature de l'établissement, le nombre d'élèves qu'il faut surveiller. Et donc, en fait, l'approche au niveau de la surveillance, elle est raisonnable et réaliste, de manière à ce que les instituteurs y parviennent souvent à renverser cette présomption de faute dans la surveillance. Et quand ce n'est pas le cas, il y a vraiment d'autres mécanismes qui peuvent les aider à s'en soustraire. Ensuite, il y a donc la soudaineté du fait dommageable, c'est donc la présomption de lien causal. C'est dans le cas où l'instituteur va pouvoir faire valoir le caractère soudain et imprévisible du fait dommageable pour convaincre qu'il n'a pas pu empêcher la survenance du dommage. Elle est très souvent invoquée et entendue par les cours et tribunaux. Et en fait, ce caractère soudain et imprévisible de l'accident, ça va permettre de renverser cette présomption de faute dans le chef de l'instituteur si l'activité de l'élève n'est pas en elle-même dangereuse. Et bien entendu, c'est bien important de préciser si rien dans le comportement de l'élève n'était de nature à éveiller l'attention de l'instituteur. Donc tout d'abord, il y a vraiment la faute, qu'il n'a donc pas commis de faute, il a surveillé comme il devait. Et ensuite, le caractère soudain et imprévisible de ce dommage et que il n'y avait pas à surveiller plus que ça parce que rien dans le comportement de l'élève n'était de nature à éveiller l'attention de l'instituteur. Ensuite, il y a donc l'immunité des instituteurs salariés ou alors sous statut. Donc, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1993, un instituteur qui est donc engagé dans les liens d'un contrat de travail, il va pouvoir bénéficier d'une immunité qui est prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. En fait, cet article 18, il va déroger au droit commun. Il ne va pas supprimer la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384 alinéa 4, mais lorsque l'instituteur exerce sa surveillance en exécution d'un contrat de travail. Et donc ça va lui permettre de renverser cette présomption en prouvant qu'il n'a donc pas commis ni dol, ni faute lourde, ni faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Dans le cas où bien entendu l'instituteur a fait donc un dol, une faute lourde ou alors une faute légère caractère habituel plutôt qu'accidentel, il ne pourra donc pas se prémunir de cette immunité, il ne pourra pas l'utiliser. Très souvent, les instituteurs, ils parviennent donc pas à renverser les présomptions de faute. Ça arrive, mais voilà. Et donc, pour échapper à cette responsabilité, ils doivent prouver qu'ils n'ont pas commis de dol, ni faute lourde, ni donc la fameuse faute légère. Et donc, cette immunité, elle va être utilisée. Il faut savoir qu'elle est personnelle aux travailleurs. Donc, il n'y a que l'instituteur qui peut s'en prévaloir. Elle ne peut donc pas être invoquée par l'employeur, le pouvoir organisateur de l'établissement. Et donc, sur base de 1384 alinéa 3, afin de pouvoir assurer une indemnisation pour la victime, si l'instituteur il va donc se prévaloir de son immunité, eh bien on ira contre le pouvoir organisateur de l'établissement, l'employeur de cet instituteur, sur base de l'article 1384 alinéa 3. Et de cette manière, en fait, ce sera ce maître, ce commettant, qui sera donc responsable du dommage en lien causal avec la faute commise par son préposé dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé. Et donc, de cette manière, vraiment, la victime, elle ne va pas se retrouver sans indemnisation. C'est vraiment ça, ce cumul.
Cependant, il y avait une différence de traitement entre les enseignants donc, de l'enseignement libre sous contrat de travail et ceux qui étaient donc, dans le secteur public, parce qu'eux, ils n'avaient pas d'immunité. Il y avait seulement l'article 18 pour les enseignants sous contrat de travail. Et donc un peu plus tard, la Cour d'arbitrage, elle va sortir donc, la loi du 10 février 2003. Et donc dans l'article 2, les membres du personnel statutaire au service d'une personne publique vont donc avoir aussi une immunité si ils n'ont pas commis de dol, faute lourde ou faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Et donc c'est vraiment tous les enseignants de tous les établissements, qu'ils soient organisés ou subventionnés par les communautés. Donc en définitive, qu'on soit salarié ou sous statut en tant qu'enseignant, on peut donc renverser cette présomption de responsabilité qui peut peser sur nous, en prouvant donc qu'on n'a pas pu empêcher le fait dommageable qui va engager notre responsabilité, ou alors que la faute de surveillance n'est donc ni dolosive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intentionnelle, ni lourde, ni légère, mais présentant un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Et donc au niveau d'un autre recours, donc c'est de la victime qui doit agir donc contre le pouvoir organisateur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 3, de manière à avoir un cumul donc de responsabilités. Et enfin, donc, le tableau donc, récapitulatif donc, de cette responsabilité, comme pour la responsabilité des parents. Donc, à nouveau, dès qu'il y a une faute, on va d'abord se prévaloir de 1382 et 1383 du Code civil. On va donc expliquer les différents éléments de la faute, au niveau du lien causal, comment il sera apprécié, et le dommage, donc ce qu'il représente, ce qu'il est, donc sa typologie, et aussi bien préciser qu'il doit donc être certain et personnel. On va donc aller sur la présomption qui est réfragable et donc on peut renverser la présomption de faute comment et donc comment renverser la présomption de lien causal. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment super important de toujours commencer avec 1382 dès qu'il y a une faute. Et ensuite, on va donc se prévaloir de 1384 alinéa 4. Et donc on va commencer par énumérer donc, la première condition qui est la qualité d'instituteur. On va l'expliquer, ensuite le fait de l'élève, on va l'expliquer et ainsi de suite à chaque fois, en précisant bien entendu qu'il n'y a donc pas de minorité de l'élève dans ce cas-ci. Et donc est-ce que l'instituteur répond à ces conditions? Si oui, donc d'office c'est oui. Si on prend le temps d'énumérer, c'est oui. Hein. Sachez-le, vous n'allez pas énumérer tout un régime, enfin toutes les conditions d'un régime. Si la personne ne répond pas aux questions, c'est une grosse perte de temps. Et donc on va aller sur la présomption réfragable à nouveau, avec donc les différentes présomptions qu'il y a lieu d'avoir, sans oublier bien entendu les définitions qu'à chaque fois je rajoute juste en dessous. Si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller voir donc, mon cours, elles sont toutes dedans. Et on va aller donc dans les moyens de défense. Donc tout d'abord, on peut contester en tant qu'instituteur les conditions d'application. Il y a la preuve donc d'une absence de faute dans la surveillance. On peut renverser la présomption de lien causal et bien entendu parler de l'immunité donc qui est personnelle à l'instituteur. Ce qui fait que donc il y en a deux en fonction de où on travaille. Il ne sera sans doute pas précisé si jamais c'est un secteur public ou alors privé. Donc autant bien mettre les deux. Si jamais vous ne retenez pas les dates de ces lois-là, sachez qu'elles sont dans le petit recueil que l'on a au cours. Vraiment, au niveau des dates, utilisez vraiment soit votre code, et donc bien utiliser le recueil, par exemple, pour la force majeure. Donc c'est 1147 et 1148 du Code civil. Je crois qu'il n'est pas dans le petit recueil qu'on reçoit. Donc pas le recueil de jurisprudence, hein, vraiment le recueil de législation. Je crois qu'il n'est pas repris dedans. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste noté l'article à la main, après donc les autres, mais je n'ai pas précisé ce que c'était parce que sinon c'était compris comme une note et donc comme de la triche. Mais comme ça, j'avais vraiment tout dans ce petit recueil et pour ne pas me trimballer ce code civil qui est juste une brique. Et donc, n'hésitez pas à bien aller les souligner, à ajouter des petits cavaliers pour bien avoir ces dates dans votre recueil et ne pas avoir à les étudier par cœur. C'est exactement pareil pour les produits défectueux qu'on verra un peu plus tard. C'est beaucoup plus simple ainsi. Et donc voilà, malheureusement la vidéo donc, sera scindée en deux parties parce qu'en fait ça prend plus de temps que je ne le pensais vu que je m'arrête un peu plus. Mais donc voilà, à la prochaine partie et beaucoup de courage.